Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog coursaxophone.com. Je suis Jonathan et dans cet épisode, je vais interviewer Eric Maillet qui est saxophoniste et enseignant dans un conservatoire à rayonnement départemental. Alors bonjour Eric. Bonjour Jonathan. J'espère que ça va. Très bien. Tu vois, je suis entouré de la petite bibliothèque, Ouais. dans mon salon, impeccable. Donc je te laisse te présenter pour que les auditeurs ils puissent te connaître un peu plus. Eh bien écoute, comme tu l'as dit, je suis saxophoniste, donc je mets tout de suite un petit peu la différence. Je suis saxophoniste à une formation classique, je pratique assez peu le jazz, même si je le joue beaucoup, mais disons que c'est pas mon intention première. J'aime la musique classique et j'aime travailler mon instrument dans cette orientation-là, la technique, etc. Je suis donc saxophoniste et j'enseigne dans un conservatoire à rayonnement départemental en Île-de-France et voilà, j'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir répondre à tes questions. D'accord. Et tu enseignes aussi la clarinette, c'est ça? Oui, j'enseigne également la clarinette, même si c'est pas ma première fonction. Hein. D'accord. Je me dis pas clarinettiste quand même. Ouais. Bon, clarinettiste, c'est autre chose que ce que j'en fais. Ok. Donc alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans le saxophone et pourquoi tu as choisi d'en faire? Alors, en fait, c'est un peu le hasard. C'est toujours pareil. Hein, l'adolescence, je sortais de 3 années de pensionnat et donc j'aimais beaucoup la musique. On était avec un petit groupe de gens qui aimaient la musique. Plutôt une musique un peu plus qui avait rien à voir avec le saxophone parce que c'était plutôt rock. Mais du coup, sur un morceau, il y a eu sûrement du saxo. J'ai un peu perdu le pourquoi du comment, mais voilà. Et donc, en sortant de cette institution, je me suis dit, je vais avoir du temps, je vais pouvoir apprendre la musique. Et donc, j'ai été voir le conservatoire à côté de chez moi, le professeur de saxophone, et donc il a commencé, voilà, j'ai commencé les cours, tout le plus simplement du monde, et ça m'a plu. Voilà, pour une fois, j'avais quelqu'un qui m'encourageait, qui me félicitait quand j'avais bien travaillé. Il y avait une relation aussi, ce que j'ai bien aimé dans l'apprentissage instrumental, c'est qu'on n'est pas dans un groupe, on est avec son maître, son enseignant, et il y a un face-à-face, et donc une complicité qui s'instaure, et donc c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup plus... moi j'ai besoin de ça pour pouvoir progresser, pour pouvoir voilà, me sentir bien. Donc c'est quelque chose qui m'a plu, je pense un global, et l'instrument voilà, fait toujours un peu rêver. Et puis quand on est jeune, je pense que c'est un instrument qui peut passionner. Voilà, il est beau, ça brille. Beaucoup de gens viennent justement prendre des cours parce qu'ils trouvent que l'instrument est très beau et qui brille. Voilà. Ils savent pas bien ce qu'ils veulent en faire, mais c'est normal, c'est le début. Ok, ça marche. Ok, donc alors ensuite, quelle marque conseilles-tu aux débutants? Quelle marque de saxophone conseilles-tu aux débutants? Alors il y a beaucoup de... Maintenant on a la chance d'avoir énormément de marques d'instruments de saxophone puisque le marché s'est énormément élargi. Moi quand j'ai débuté, il y avait très très peu de marques on va dire d'instruments d'études. Il y en avait une principalement, c'était Yamaha. Ouais. Donc bon, j'ai eu la chance, moi, puisque dans ce conservatoire il y avait un prêt d'instruments, de pouvoir bénéficier directement d'un saxophone Selmer. Donc ça c'est aussi un atout parce qu'on se sent valorisé par l'instrument sur lequel on joue. Faut pas se mentir, je pense que c'est important d'avoir un instrument de qualité de manière à se sentir valorisé par ce qu'on a entre les mains. Hein. Forcément, si on a quelque chose qu'on sait être de piètre qualité, bah, on dira que voilà, si on a ça, c'est qu'on ne vaut pas mieux, etc., etc. Donc moi, je trouve que c'est important de débuter avec un saxophone de bonne qualité. Alors, bien sûr, dans
les marques de saxophone professionnel, on va parler de la marque Selmer parce que c'est quand même la marque de référence, une marque de référence mondiale, française, qui plus est, donc c'est bien de le valoriser. Maintenant, pour les saxophones d'études, je préfère privilégier quand même un saxophone de chez Yamaha parce qu'ils ont une grande expérience de cet instrument, et puis ça fait de longues années puisqu'ils ont été un peu les précurseurs et qu'ils ont beaucoup amélioré leur saxophone. Alors il y a d'autres instruments d'études, on pourra en citer 2 ou 3 pour il y a bien sûr Buffet, Crampon, qui a aussi un modèle d'études. Et puis, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre marque, pour en avoir 3 Jupiter, voilà. On va dire que c'est les 3 grandes marques qui sont un peu dans les mêmes tarifs débutants. Bon, moi j'ai une préférence toujours pour Yamaha, parce que aussi de nombreuses années, c'est l'instrument que j'ai recommandé à mes élèves débutants. Je pense qu'il vaut mieux un bon Yamaha d'occasion, s'il a pu être testé par un professionnel ou par un professeur, qu'un instrument d'une autre catégorie et d'une autre marque, un peu moins réputée. Et on sera dans les mêmes tarifs, à peu près pour débuter. Il faut compter 950 000 euros ou d'occasion 600 à 700 euros pour avoir un bon instrument. Voilà, dans lequel on sait qu'on ne va pas être limité, on se sentira valorisé par l'instrument aussi, dans son apprentissage. Bah oui. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi, en quoi on va voir la mauvaise qualité du saxophone. Si jamais on prend quelque chose, tu sais, il y a plein de marques là, qui sortent, les saxophones coûtent 9, 350 euros, 400 euros. Quels sont les risques d'acheter un saxophone comme ça? Le premier risque, c'est que ça fonctionne mal. C'est-à-dire que même à l'achat, même sortie d'usine, de mauvaise qualité, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il est neuf qu'il est forcément, qu'il fonctionne forcément bien. Donc, généralement, c'est des saxophones qui sont lourds, qui n'ont pas été étudiés, à fond. Donc, il y a un suivi aussi qui est moins important. Bon, je veux pas trop rentrer dans le côté négatif, mais la musique, c'est très difficile. Jouer du saxophone, c'est difficile, même si on considère que c'est pas l'instrument le plus difficile. Mais il faut voir aussi qu'il y a des saxophones qui vont pouvoir durer 7-8 ans sans beaucoup d'investissement. Il y a des saxophones qui vont pouvoir sonner très bien, mais qui en quelques semaines vont se dégrader rapidement. Il y a la qualité de son, la qualité de la facilité d'émission, forcément. C'est à mon avis la chose ce qui doit déterminer le choix de l'instrument, c'est la qualité d'émission, la facilité d'émission, la justesse bien sûr, mais ça encore quand on est débutant, on ne peut pas forcément s'en rendre compte en premier abord. Donc je dirais que si on a les conseils d'un professionnel, si un professionnel ou un très bon amateur peut essayer l'instrument, bon, on peut tenter le coup. Après tout, pourquoi pas, il peut y avoir dans des saxophones à 450 euros neufs de bonnes surprises. Mais si on n'a aucune possibilité d'essayer l'instrument ou de savoir le souffler, les 3 marques que j'ai citées, c'est peut-être ces 3 marques sur lesquelles il faut aller pour être sûr que le problème quand on souffle dedans ne vient pas de l'instrument. Voilà, c'est ça. C'est le problème quand on débute. Donc Selmer, Yamaha et Jupiter. Voilà. Buffet, on peut rajouter Buffet aussi. Ouais, Buffet aussi. Moi j'aurais dit Yanagisawa, je sais pas ce que tu en penses. Yanagisawa, mais c'est une gamme déjà au-dessus. Ouais, c'est sûr. Professionnel ou semi-pro déjà. Ma prochaine question, c'est savoir, parce que souvent on me demande par quel saxophone je dois commencer. Comme c'est une grande famille, il y a le baryton, le ténor, l'alto, le soprano, le sopranino, il y a même encore plus bas de baryton. Mais toi,
Oui, il n'y a pas réellement de règles. L'école, on va dire, traditionnelle veut on débute le saxophone par le saxophone alto. Ouais. C'est l'école du saxophone. Tous les grands concertos pour saxophone, les grandes pièces ont été écrites, enfin beaucoup ont été écrites pour saxophone alto. Donc c'est un peu la tradition. Bon, maintenant, on voit que si l'enfant a 7 ans, si on veut faire débuter un jeune enfant, 7 ans en fonction de la taille de l'élève, même le saxophone alto va être trop imposant pour lui. Donc le saxophone soprano courbe, c'est une bonne alternative pour aller de 7 à 9 ans, on va dire, voilà, sur les 2 premières années. Ça permet d'initier et voilà, de démarrer l'apprentissage un peu plus tôt que sur un alto. Maintenant, si on est adulte, je dirais qu'il n'y a pas de limite. On choisit l'instrument qui nous plaît, et puis à partir du moment où on en fait pour le plaisir, pour l'envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, je vois pas pourquoi on se limiterait au saxophone alto. Donc ça peut être le saxophone ténor. C'est généralement celui qui est le plus demandé dans les cours adultes, parce que bon, c'est l'instrument un peu roi du jazz, et qu'on voit sur toutes les affiches, etc. Donc les gens, voilà. Maintenant, on peut tout à fait démarrer également par le soprano ou le saxophone baryton, pourquoi pas. Il faut savoir que ce sont un peu les extrêmes, donc dès qu'on commence à être dans des registres un peu plus extrêmes, viennent s'ajouter d'autres problèmes au niveau de l'émission des sons, et puis au niveau de la justesse. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite, voilà, mais on sait très bien que l'apprentissage idéal sur un alto ou un ténor je dirais un alto pour un enfant de 12 pour un étudiant de 12 à 18 ans, en dessous l'alto ou le soprano court pour un enfant, soprano court pour un enfant en dessous de 9 ans. Entre 9 et 12 ans, on reste sur l'alto, on peut être aussi sur un alto. Un ténor, si vraiment l'élève si on a la morphologie pour, voilà, et qu'on a envie de jouer, de pratiquer cet instrument. Après, au-delà de 18 ans, voilà, une fois qu'on est adulte, on choisit son instrument, et puis voilà, hein, c'est l'instrument qu'on a envie de pratiquer. Pourquoi pas démarrer au ténor. Soprano, je le conseillerais un peu moins, mais bon, voilà. Non, il faut essayer d'accompagner l'élève en fonction des difficultés de l'instrument et de pouvoir s'adapter de manière à offrir le plus de possibilités à chacun. Il n'y a pas de contre-indication ni morphologique une fois qu'on est adulte, ni voilà. Le tout, c'est ensuite d'aimer son instrument et de le pratiquer le plus régulièrement possible. Ouais, d'être motivé, quoi, en fait. Exactement. C'est ça. Alors ensuite, ce que je vais te demander, c'est quelle marque d'anche tu préconises et la force que tu conseilles pour un débutant? Alors, bon, pour les anges, je dirais c'est une affaire de goût, hein, bien sûr. Il y a de très grands musiciens qui jouent sur plein de modèles d'anches, enfin de marques d'anches et de forces différentes. Il faut savoir que la musique, c'est un élément de physique acoustique, hein, on peut dire. Donc, le tout, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est-à-dire ne pas faire des choses complètement qui mécaniquement, ou je dirais physiquement, ne fonctionneraient pas. Bon, si on doit citer des marques, je vais encore citer une marque française pour rester voilà, un peu cocorico, mais c'est une marque réputée mondialement. Donc, Vandoreille, c'est quand même une des plus grandes marques. Ils ont maintenant aussi un catalogue de type d'anches qui regroupe au moins pour le saxophone, au moins 5 ou 6 modèles. Hein, honnêtement, je ne les ai pas tous en tête. Ouais. Voilà, qui vont aussi bien pour le jazz que pour la musique classique, pour la variété. Voilà, ils offrent vraiment un panel vraiment très très étendu. Ouais. Moi, à titre personnel, j'ai toujours joué Vandoren. Ouais. J'ai essayé d'autres marques également, hein, françaises également, pour ne citer que Blotin.
voilà, je suis revenu sur Vandorel, bon, il y a Marca, il y a Rico. Donc, dans la tenue, moi je suis resté revenu sur Vandorel et je reste chez Vandorel. Au niveau de la force d'anche, moi je joue sur donc c'est important de dire que la force d'anche va avec le bec qu'on joue. Hein. C'est pas une question comme on peut croire quand on débute. Je suis un débutant, donc il me faut une hanche facile et faible. Je suis un professionnel, il me faut un numéro très élevé. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment ce qu'on souhaite en tant que professionnel en tirer et en tant que débutant, avoir le matériel qui fait que ça fonctionne, encore une fois. Donc le bec, l'anche, la force d'anche est en rapport à mettre avec l'ouverture du bec. Donc moi je joue un bec Selmer C étoile, hein, j'ai toujours joué ça, même si j'ai fait d'autres essais. Et je joue du 3, j'ai pu monter jusqu'au 4 à une époque. Voilà, mais je dirais que maintenant le 3 me va très très bien pour la pratique quotidienne et pour l'enseignement et pour même les prestations, les représentations que je peux faire. Donc je joue du 3 Vandorel sur un bec Selmer C étoile, il n'y a rien de plus classique. Ça paraît même trop classique, on va dire trop banal, mais j'en suis content, donc je crois que c'est le principal. Bien choisir son bec aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, essayer de se faire aider par un professionnel si on prend des cours. Voilà, si on a la possibilité de. Mais est-ce que tu pourrais donner une petite indication sur le choix des becs pour un débutant, par exemple? Parce qu'il y a des becs métal, il y a des becs ébonites. Alors, encore une fois, là je parle pour moi, j'ai jamais joué vraiment de bec métal. Restant plutôt dans un répertoire de musique classique, donc j'ai joué que les becs ébonites, même un peu en jazz, je suis resté sur l'ébonite. Maintenant, je ne conseillerais pas un bec trop ouvert pour un débutant, plutôt des becs fermés, plutôt des becs ébonites fermés, comme le C étoile. Voilà, ou le S90 qui est aussi chez Selmer, ou un Vandorel. Et puis ensuite pour les hanches, 2,5 me semble bien pour un ado à partir de 12 ans, voilà, pour un adulte. Et puis ensuite voir en fonction du bec. Faut aussi essayer, si on a la chance de prendre des cours, il faut que le prof puisse faire, normalement s'il fait bien son travail, essayer un petit peu le matériel, de manière à voir. Il y a des becs, moi j'ai été surpris, des mecs, un petit de 10 ans peut très bien commencer avec du D, voire avec du 3, parce que le bec le demande et que c'est pas incompatible même avec le démarrage de la pratique instrumentale. Et à contrario, on peut tout à fait jouer en tant que professionnel du 2 sur un bec très ouvert. Donc voilà. En tout cas, pour débuter, je conseille en tout cas un bec ébonite, plutôt fermé, avec une hanche, pas descendre en dessous du 2, 2,5 en fonction de l'âge de l'étudiant, et voire exceptionnellement du 3, mais pas descendre en dessous du 2. Donc, je sais que ça existe, en tout cas ça existait, du 1,5, du 1 même. Mais, bon, moi j'en ai jamais joué et j'en ai jamais fait jouer. D'accord, ça marche. Moi je suis d'accord avec toi pour les hanches, ça c'est sûr. Vandorel, j'ai essayé un peu autre chose, Rico Royal et tout, mais je suis vite revenu à Vandorel. Après il y a de grands saxophonistes aussi qui jouent Rico, voilà. C'est en fonction de ce qu'on a dans la tête, je dirais, et puis du ressenti individuel. Pour la tenue, allez, pour être un peu, pour la tenue Vandorel, je pense que c'est des anges qui, dans le temps, on peut les fatiguer, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ensuite, ma prochaine question. As-tu une astuce pour jouer en sourdine pour les gens qui sont là, qui sont en appartement je Alors je
dirais, le talon d'Achille principal du saxophone. C'est-à-dire que malheureusement, le saxophone, là aussi, historiquement, il y a eu beaucoup d'essais de fait pour les sourdines, mais ça fonctionne assez mal, puisque en fait, jusqu'au dernier coup ouvert, c'est pas comme la trompette, le saxophone, le son sort de partout, quoi. Il sort de toutes les cheminées, donc on peut pas, alors à moins de l'emmitoufler complètement, il a été inventé des sourdines où on joue au casque. Il faut savoir que c'est très lourd. Bon, j'en ai testé aussi. Moi, perso, celle que j'ai testée, il n'y a pas 36 modèles de toute manière. Hein. J'avais des problèmes d'émission dans le grave. Si on fait un si bémol, elle est terminée. Hein, il ne sort pas. Hein. Enfin, on a l'impression qu'on est dans des manchons. Bon, voilà, je veux pas non plus dénigrer. Hein, c'est déjà très difficile. Je dirais que c'est presque du matériel déjà professionnel. C'est-à-dire que peut-être pour un professionnel qui va connaître, voilà, et dans un type de registre musical particulier, ça peut fonctionner. En classique, dès qu'on se met à jouer des études avec des sauts d'octave, des douzièmes, enfin des passages de registre très importants, nombreux, voilà, très larges, ça va moins bien fonctionner. Hein. Donc, déjà pour moi, c'est du matériel professionnel, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser qu'à partir du moment où on maîtrise déjà l'instrument, on maîtrise l'instrument, on n'est plus dans la recherche ni de l'émission, ni de comment on souffle, voilà, c'est déjà, voilà. Donc ça, je le réserverai vraiment aux professionnels, voilà, qui arrivent à jouer avec. Ce qui n'a pas été mon cas, donc j'ai vite abandonné, je vais faire un essai. Maintenant, dans un registre un peu moins compliqué à utiliser, il y a une petite sourdine qui s'appelle Saxmut. Voilà, on met ça, il y a 3 éléments, on le met dans le bec, dans le pavillon, pardon, dans le bec, dans le bocal et dans le pavillon, ou alors juste bec et bocal sans le pavillon, et ça permet d'atténuer fortement le niveau de dB, sans gêner la pratique, je dirais, mécanique de l'instrument. Ouais. Et si on sait le souffler, c'est pareil, on n'a pas une sensation tellement différente, je trouve, mais bon, forcément le son est très très étouffé, donc on ne peut pas réellement travailler la patte sonore. On va pouvoir travailler des études, on va pouvoir travailler des gammes, on va pouvoir travailler des exercices techniques, des traits de concerto, des traits d'orchestre, uniquement pour la technique ou pour la virtuosité ou pour le côté mécanique de l'instrument. Malheureusement, on ne pourra pas travailler le son, hein, puisque ça étouffe le son. C'est le but recherché. Il faut savoir que c'est pas non plus magique, hein, donc je ne sais pas quels sont les niveaux de dB, de décibels. Je pense que ça réduit énormément, mais le son passe quand même. Et si on a un voisin sur le mur d'à côté, il entendra le saxo quand même. Hein. Donc à réserver si on a un sous-sol, voilà, ou une cave, peut-être, voilà, et qu'on est encore une fois à l'aise sur l'instrument, qu'on a dépassé tout ce qui est problématique d'émission, qu'on est aussi à l'aise en grave, dans l'aigu, voilà, que tout ça est réglé, qu'on sait souffler. Voilà. Là, on peut utiliser ce genre de sourdine. Pour un amateur, pour un débutant, bon, il faut savoir qu'un débutant, de toute manière, il ne travaillera pas 4 heures par jour, hein, donc il ne va pas embêter trop ses voisins. S'il en fait un petit quart d'heure, je vous dirais que il travaille un quart d'heure, il embête un quart d'heure ses voisins, et puis, ou une demi-heure, hein, et puis voilà, il choisit un horaire qui est convenable pour tout le monde, et puis voilà, bon, à partir du moment où on dépasse effectivement la demi-heure, c'est la cabine insonorisée, hein. C'est la cabine, voilà, une cabine insonorisée, double paroi, et là, on a un résultat absolument confortable, compter une dizaine de milliers d'euros quand même. Hein. Donc voilà, c'est des budgets très importants, mais je dirais que là, on est tranquille. Et voilà, on est sûr de ne déranger personne, ce qui fait qu'on peut jouer, voilà, il n'y a pas d'heure, on n'a plus d'horaire, on n'a plus rien, on est complètement libéré de ça.
Bon, c'est un avantage. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Ou alors ensuite, il faut se déplacer dans un lieu. Voilà, le conseil que je donnerais, c'est de se déplacer, pouvoir bénéficier, aller dans un conservatoire et demander si on peut avoir l'autorisation de travailler son instrument de telle heure à telle heure, à un moment, si on a la chance d'avoir un horaire décalé dans la journée. Moi, c'est ce que je conseille à mes élèves adultes qui ont des horaires décalés, de venir au conservatoire travailler comme ça. Ils font le déplacement, s'ils ne sont pas trop loin, ils peuvent travailler librement une bonne heure. Ah ouais, c'est une bonne idée. De temps en temps. Ouais. Ok, d'accord. Alors ensuite, alors quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui ont envie de se lancer, mais qui hésitent parce qu'ils ils pensent qu'ils sont trop âgés, qu'ils sont trop jeunes, bon, pour tous les gens qui se trouvent des excuses, quoi. Oui, alors en fait, c'est exactement ça. Il ne faut pas se trouver d'excuses. C'est comme tout, si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et puis, à partir du moment, bien sûr, où on en a la possibilité, les moyens, etc., on trouve toujours, en fonction de la motivation, on peut même arriver à se faire prêter des instruments. Enfin bon, il y a j'imagine, plein de possibilités. Alors l'âge, c'est une mauvaise excuse. Je donne également des cours à des adultes, même des retraités qui disent bah, ça y est, je suis à la retraite, j'ai toujours voulu faire ça étant jeune. Donc maintenant je me lance, comme je leur dis, vous avez la vie devant vous. Là, ça tend tout de suite l'atmosphère. faut que ça soit, voilà. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, l'envie de faire quelque chose, de se lancer des défis, de voir jusqu'où on peut aller. Voilà. La passion. Et savoir que de toute manière, alors peut-être le conseil, voilà, une fausse idée que je déconseille un petit peu de prendre cette orientation-là, c'est-à-dire la personne qui arrive et dit bah, moi je veux faire ça parce que je veux arriver à tel résultat. Attention danger parce que on peut être vite se rendre compte que c'est très difficile. Donc c'est bien de se mettre des objectifs, mais il faut qu'ils soient ces objectifs-là, il ne faut pas qu'ils soient dans un avenir lointain. Ces objectifs, ils doivent être quotidiens. C'est-à-dire que j'ai mon saxophone, je viens de prendre mon premier cours, j'arrive à sortir une note au bout de 20 minutes d'explication de l'enseignant. J'ai mis un son, je suis heureux, terminé. Le bonheur, il est là et l'objectif, il est atteint et il est là. Et on verra demain. Demain, 2 notes, demain, un son droit, demain qui tient un peu plus longtemps que d'habitude. Voilà. Ça m'est arrivé souvent qu'ils viennent me voir, là je parle plutôt pour les adultes, parce que les enfants ils sont plutôt poussés par les parents ou ils ont une fausse idée de ce que ça peut représenter. Mais les adultes qui viennent et qui me disent bah moi j'ai entendu Stan Getz, je veux faire du saxophone. Je dis oui, bon, là on va, vous risquez vite d'être déçus, donc on va essayer de voir les choses autrement. Voilà, Stan Getz c'est Stan Getz, il y a un Stan Getz, il y a un Parker, il y a un Coltrane, il y a un Fourmeau, il y a un, voilà, pour la musique classique, il y a un Delangle, il y a un Peu, parce que ça a été mon professeur, et puis il y a, voilà, des gens comme ça, il y en a quelques-uns, et il y a beaucoup de très très grands professionnels, mais bon, on peut pas si on se met un objectif, en fait, voilà, l'idée c'est si on se met un objectif trop lointain, trop important, on risque d'être déçu. L'objectif, il est quotidien. Je dirais toute la vie, l'objectif, il est quotidien. C'est voilà, il faut essayer de profiter de l'instant, de rechercher et de comprendre. Donc surtout pas de problème d'âge, forcément. Voilà, tout ça, ce sont des fausses excuses. On a envie de jouer, on joue. Si on en a la possibilité et l'opportunité, et ensuite on voit au pied du mur si le choix qu'on a fait est légitime ou si on doit revoir ses choix, ses orientations, ses objectifs. Bah oui, donc ouais, avancer pas à pas et le cumul des petits pas fera d'un grand pas. En fait. Exactement. C'est vraiment la musique, c'est comme beaucoup de choses, c'est vraiment une discipline, déjà. Je dirais que tout est dans le mot, c'est une discipline la musique. Ouais.
Donc tout est dans le mot, c'est pas faussement comme on pourrait nous le vendre un petit peu, un loisir ou c'est une discipline et donc mais une discipline, voilà, on y va petit à petit progressivement avec des objectifs atteignables et surtout essayer de se contenter être heureux de ce qu'on réalise et voilà. Ouais, Ne pas, gros, ne pas avoir des objectifs trop lointains et trop importants parce que si on y arrive un jour, bah, ça se fera tout seul. Mais voilà, il faut pas se mettre des choses inatteignables ou être trop loin, quoi. Il faut être vraiment sur le quotidien. Ouais, je pense qu'il faut regarder avant tout le progrès. Et puis si jamais tu as un objectif trop élevé, quand tu vas te rendre compte qu'il est vraiment élevé, tu risques d'abandonner. Exactement ça. Il ne faut pas se dégoûter. Voilà. Mais c'est très important d'écouter les autres jouer et d'avoir envie, parce que c'est ce qui donne envie, c'est d'écouter de la musique, etc. C'est sûr. La prochaine question, alors, c'est quelle est selon toi la chose la plus importante à travailler au saxophone? Alors, question difficile. Parce que ça va être difficile de répondre comme ça. Bon, travailler au saxophone, oui, parce qu'on parle de saxophone, mais le saxophone, bon, c'est un outil, donc pour un but un peu plus grand qui s'appelle la musique. Donc, si on reste au niveau du saxophone, moi je pense que le plus important c'est de travailler l'émission du son, la facilité, parce que à partir du moment où on est dans la facilité de sortir des sons, voilà, d'émettre un son à l'instrument, ensuite, bah forcément, on peut commencer à prendre le goût à la technique instrumentale et puis au travail quotidien, quoi. À partir du moment où on est dans la difficulté de l'émission, c'est forcément il y a moins l'envie de prendre son instrument, quoi. Donc je pense vraiment pour moi c'est l'émission, la facilité. Il faut quand on prend son instrument, ça doit jaillir de l'instrument, voilà. On souffle, le son doit être là, présent, large, profond, droit, plein. Et ensuite, bah, on travaille la technique instrumentale. Et là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, à chaque jour suffit sa tâche, comme on dit. Donc, c'est le quotidien et le travail répété qui fera que voilà, on avance et malheureusement, et non, j'allais dire malheureusement, non, heureusement, on n'a jamais fini. Ouais, et on finira jamais de toute manière. C'est clair. Alors ensuite, comment fais-tu pour te motiver à vouloir progresser chaque jour? Alors je dirais que c'est une force qui est forte que moi presque, c'est-à-dire que c'est bon, quand on a fait un certain niveau d'études musical, qu'on a été passionné par cet instrument, qu'on est passionné par cet instrument, je dirais qu'on est dans une recherche forcément. Ouais. Donc à partir du moment où on est dans une recherche, voilà, on veut comprendre, on veut comprendre pourquoi, notamment pourquoi des gens jouent 3 notes de musique et ces 3 notes-là, c'est les 3 plus belles notes de musique. Voilà. Alors nous, des fois, on prend le sax, on en joue 5 et elles sont pas bonnes. Bon, on veut comprendre pourquoi les gens prennent un instrument. Alors, il y a un côté magique, peut-être il y a peut-être un côté comme ça qui est un peu imperceptible, impalpable, mais donc je pense que c'est moi ce qui me motive, c'est ça, c'est comprendre l'instrument, comprendre son fonctionnement, comprendre aussi peut-être, mais là c'est encore une ambition un peu plus grande, ce qu'est la musique, ce
Pourquoi, effectivement, il y a des gens qui, voilà, il y a des musiciens, ils écrivent 3 notes, c'est les 3 plus belles notes de la musique, et elles sonnent, et pourquoi je pense que la motivation, en tout cas pour moi, là je parle vraiment personnellement, c'est ça, c'est comprendre, et pour ça, faut descendre tous les jours, défendre le plus souvent possible, et puis j'essaye de pratiquer mon instrument, voilà, et puis de la recherche. Alors, il y a des gens qui poseront peut-être jamais aucune question, et c'est peut-être tant mieux, et ils seront aussi heureux comme ça. Et voilà, moi ma recherche c'est plutôt ça, donc comprendre le fonctionnement. Je pense y être arrivé quand même par certains aspects, mais en fait on trouve toujours une raison de continuer, quoi. Voilà. Donc c'est un peu, et puis l'amour de la musique, et puis moi je me mets un disque, et, ça me permet de jouer du saxo, C'est sûr, c'est clair. de préférence un disque de saxophone, classique, jazz, variété, funk, voilà, et puis j'entends un super chorus, ou j'entends un concerto joué par non, avec YouTube, on a des facilités quand même, Ouais, donc c'est on vrai voit que des YouTube, musiciens à travers le monde, voilà, on écoute quelque chose qui nous transporte, on dit voilà, et donc ça motive, voilà. Je crois pas qu'on soit motivé si on regarde toute la journée du foot à la télé, il y a peu de chances qu'on ait envie de travailler sur l'instrument. Ouais, c'est clair. Si on s'est mis au saxophone, auquel cas, vaut peut-être mieux se mettre au foot, hein. Ouais. Donc voilà, écouter beaucoup de musique, et puis avoir envie d'imiter, avoir envie tout simplement il y a l'amour propre, je pense, qui rentre dedans une fois qu'on aime ça, on veut se dépasser, on veut être meilleur, on veut progresser, et puis voilà, c'est ça avant tout, Mais ça peut pas se faire comme ça, voilà. Et je pense qu'il y a, moi, personnellement, la musique, ça, depuis on va dire l'âge de 12 ans, à part la musique, j'ai pas d'autres grandes passions si la lecture, sur des choses un petit peu scientifiques, les mystères de l'univers, etc. Les mystères de l'univers, la matière, enfin bon, ça c'est une recherche plus personnelle aussi. Mais voilà, la musique c'est quelque chose qui me tient depuis l'âge de 12 ans en tout cas. Et peut-être même avant, bon, mais j'étais pas encore musicien. Il faut dire que moi j'ai commencé tard la musique à 15 ans, donc voilà. Une fois que je suis rentré dedans, je pense avoir trouvé un peu une raison d'être ici sur Terre. Ah bah oui, la musique de toute façon c'est tellement profond que c'est clair. C'est vrai que voilà. Bon bah écoute, c'est tout pour l'interview, J'ai plus de questions à te poser. Bah écoute, je te remercie Merci Jonathan à toi. Voilà, franchement c'est vraiment gentil, tu nous as vraiment, bien donné pas mal de contenu là, j'espère que tout le monde, les auditeurs seront vraiment contents. Et puis voilà, surtout si jamais vous écoutez ce podcast sur iTunes, n'hésitez pas à voter pour évaluer cette vidéo. Si jamais vous êtes sur mon site, pareil, laissez un commentaire pour nous dire si jamais vous avez aimé l'interview et si vous en voulez d'autres. Et puis moi, écoute Eric, je te dis à bientôt. Au plaisir Jonathan, et puis au plaisir de te retrouver. On a beaucoup de kilomètres qui nous séparent, mais enfin c'est un plaisir de te voir grâce à la magie de la technologie, comme on dit. Et puis voilà, au plaisir éventuellement de pouvoir renouveler l'opération si les gens ont été contents, en tout cas de cette première vidéo. Voilà, j'espère pas avoir trop bégayé, je suis pas un spécialiste de ça, donc voilà. J'espère m'être fait comprendre. Oui. Et puis encourager les gens à jouer du saxophone, voilà, parce que c'est un instrument fabuleux, et donc je pense que ça vaut le coup d'essayer, et quand on a essayé, c'est adopté. Ok, allez, à plus tard. Ciao. Ciao.